Salut Pascal, salut Bruno. Salut. Salut. Il y a plusieurs sujets que je voulais voir avec vous justement aujourd'hui. Je suis conductrice sur Amiens et jeune militante VJAC CFDT. J'ai eu la chance d'intervenir il y a quelque temps dans une DCI sur les conditions de travail. Et justement, je voulais parler avec toi, que tu me fasses un petit peu le point sur la position de la VJAC CFDT. Alors, la force de notre syndicat, ça va être de conjuguer différentes actions à différents niveaux, c'est-à-dire on va associer le local et le national sur des sujets communs, des sujets parfois qui sont différents, mais avec la même volonté, c'est d'améliorer les conditions de travail des conducteurs. Bon. Je te donnerai quelques exemples. On est impliqué par exemple depuis plusieurs années sur la question de la sécurisation des passages à niveau. Il y a encore eu malheureusement des exemples d'accidents sur ta région il n'y a pas longtemps. C'est les conducteurs qui sont en tête de train et on voit qu'il y a beaucoup trop d'accidents de passage à niveau. Donc on essaie d'agir avec la direction de la SNCF, avec l'État, pour accélérer les programmes de sécurisation et même de suppression des passages à niveau. On est aussi impliqué par exemple sur la sécurisation des ouvrages en terre. On se rappelle le déraillement du TGV sur LGV Est. Voilà. Donc ça, c'est des sujets, je dirais, de longue haleine sur lesquels on est engagé, comme par exemple aussi la sécurisation des engins moteurs. Par exemple, quand il y a un accident, on va regarder un petit peu pour voir comment on peut agir aussi pour demander à la direction de mieux protéger par exemple les organes de frein, des organes de sécurité comme le SAR. À côté de ça, on a aussi un travail qui est fait en local par nos représentants, notamment par nos mandatés CSE et CSCT, qui va permettre de s'assurer qu'on couvre bien les risques professionnels, qu'on a les actions de prévention qui sont adaptées pour réduire ces risques, et qu'on s'assure aussi de la sécurité des agents. Voilà. Ça, c'est des actions quand même assez concrètes. Pour prendre un exemple, par exemple, sur ta région, en novembre l'année dernière, il y avait un droit d'alerte qui avait été déposé par nos représentants, parce qu'un collègue avait eu un choc avec des bestiaux, et il s'était retrouvé avec un bogie isolé, ce qui rappelait l'accident qu'il y avait eu sur la dérive de Serqueux en 2015, et il y avait des actions qui avaient été fortes de la part de notre syndicat, voilà, à la fois nationalement, à la fois en local, et on essaie toujours en tout cas de travailler comme ça, parce qu'à notre sens, c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Tu nous parles de sécurité. Donc le temps de repos est important pour récupérer la fatigue des conducteurs. Je voulais juste savoir où on en était au niveau des interventions de la VJAC CFDT sur le sujet en ce moment. Alors, effectivement, qui dit temps de repos dit effectivement respect des accords sur l'organisation du temps de travail. C'est fondamental. Déjà, en tant que signataire des accords, on va pouvoir intervenir dans le cadre de commissions de suivi, soit au niveau de la branche, soit au niveau de l'entreprise, qui nous permettent de remonter des sujets et d'avoir des actions correctives ou des actions des fois aussi de pédagogie vis-à-vis des professionnels de la commande pour leur expliquer comment effectivement il faut interpréter la réglementation du travail, parce que vous savez comme moi qu'elle est toujours sujet à beaucoup d'interprétations. On va aussi là encore avoir un travail très important au niveau local, par exemple sur le montage des journées de service, des grilles, des roulements, aussi l'enchaînement des périodes de travail non travaillées pour les gens par exemple qui sont en fac. Ça, c'est aussi un sujet qui est fait. Alors ça permet quoi? Ça permet d'équilibrer quand même le mieux possible les destinations, c'est-à-dire éviter qu'on a toujours au même lieu de RHR dans le même mois, par exemple. Éviter aussi qu'on ait une mauvaise répartition des week-ends, des extrêmes matinées, des extrêmes soirées. Ça, c'est un travail qui est fait par nos représentants en local. Voilà. Et pour pouvoir conjuguer les enjeux qui sont liés à l'équilibre vie privée et vie professionnelle, qui sont quand même souvent malmenés par la conduite avec ses contraintes, on va aussi, par exemple, avoir des négociations au local sur des protocoles congés, pour définir comment les agents pourront planifier leurs congés. On va aussi avoir des négociations pour des consignes commandes. C'est-à-dire qu'au-delà du cadre réglementaire qui est donné au niveau national et dans l'entreprise, comment aussi on peut l'adapter avec des accords locaux, par exemple, pour améliorer et avoir un cadre qui soit plus protecteur, plus positif. Tu nous parlais des congés. C'est un très très grand sujet chez nous, les Hauts-de-France, un énorme manque d'effectifs à la conduite. Et donc beaucoup de congés refusés, de journées de service modifiées, souvent au dernier moment également. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce propos-là? Quelles sont les actions de la VJAC? Alors, ce qu'on rappelle toujours à la direction, c'est que les effectifs à la conduite sont mécaniquement liés aux conditions de travail. S'il n'y a pas assez de conducteurs, les conditions de travail sont dégradées. Voilà, c'est comme ça. Bruno et moi, on a connu par le passé des crises de production, comme on se rappelle en 2015, où il a manqué plus de 1000 conducteurs. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sujet à l'attraction qui n'est pas un sujet aujourd'hui, c'est un sujet d'anticipation. Voilà. C'est-à-dire comment on arrive à anticiper pour avoir le nombre suffisant de conducteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, quand les autorités organisatrices, par exemple, demandent une augmentation d'offres, la SNCF dit oui, mais par contre, elle essaie de le faire avec de la productivité. Voilà. Plutôt que de recruter, on essaye de tordre voilà, pour imposer plus de productivité aux conducteurs. Et au final, c'est une logique perdant-perdant. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? On a beau les alerter, on les alertait depuis plusieurs mois en leur disant attention, là on voit que sur certaines régions, il y a un manque d'effectifs qui est réel. Évidemment, on se trompe. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'on avait les premières alertes à voyageurs, les premières alertes aux fret, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est effectivement compliquée,
Parce que sur certaines régions dans la tienne, il y a un vrai manque d'effectifs. Et cette situation, pour le coup, elle ne va pas forcément s'améliorer. On a d'ailleurs eu une action récente sur le sujet, parce que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que les conducteurs fassent les frais de cette mauvaise gestion. Très clairement. Voilà, les problématiques que tu poses, problématiques de congés refusés, les modifications de commandes incessantes. On pourrait aller aussi, par exemple, sur des demandes de gens qui vont être à temps partiel qui vont être refusées, sur les problématiques aussi de mutation qui ne seront pas accordées. Enfin voilà, quand on tire le fil, on voit que les conducteurs en font directement les frais. Donc aujourd'hui, nous, on a une série d'actions concrètes sur le sujet, dans le cadre notamment d'une DCI nationale. Il y a des engagements qui ont été pris par la direction. On va veiller à ce qu'ils soient, je dirais, correctement appliqués, et nos représentants locaux s'en assureront, bien évidemment. Mais par contre, on va suivre ce sujet parce qu'on voit qu'il y a encore pas mal de questions qui se posent sur comment on arrivera sur la copie d'effectifs sur 2023 et on sera extrêmement vigilant sur ce point. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour pouvoir répondre aux besoins de conducteurs, l'entreprise fait le choix d'externaliser les formations. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui ne nous va pas, très clairement, parce que ça pose déjà un certain nombre de questions. Quand moi j'ai été moniteur, on se pose des questions quand les agents sont formés par des centres de formation qu'on ne connaît pas, voilà, comment ça va se passer, notamment pour le moniteur. Il y a des questions aussi qui se posent sur le contenu de la formation. Voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est un vrai risque, c'est que les activités côté SNCF disent finalement les formations des conducteurs, elles sont trop longues, elles sont trop chères. Voilà. Donc le risque de cette externalisation, c'est de nous dire demain, finalement, on est plutôt gagnant sur les deux tableaux, donc on va là-dedans. Voilà. Et à terme, on vide un petit peu tous nos centres de formation de leur travail pour le confier soit à nos concurrents ou pourquoi pas même imaginer filialiser une partie de cette activité. Donc ça, c'est une vraie inquiétude qu'on a aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as parlé de l'équilibrage des RHR. Oui. Donc, on parlait des RHR. Moi, j'ai relayé le questionnaire chaque CFDT qu'on avait fait sur les lieux de coupure et de RHR, notamment sur Orphéa. Je voulais savoir ce qu'il en était maintenant les résultats de ce questionnaire et puis savoir où on en était dans les interventions et éventuellement les revendications sur le sujet. Alors, les conditions d'hébergement et de restauration, ça c'est un point sur lequel on est beaucoup intervenu pendant la crise sanitaire. On se rappelle la situation qui était quand même inacceptable pour les conducteurs qui se sont retrouvés tout seuls dans leur chambre durant des mois. Donc on a eu différentes actions avec la direction de SNCF, la direction d'Orphéa, mais aussi les pouvoirs publics pour faire que petit à petit, ça ne s'est pas fait facilement, comme vous avez pu le voir, les conducteurs puissent reprendre leur petit déjeuner en salle, avoir un nouveau accès aux espaces TV, aux espaces communs, mais ça n'a pas été simple. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que de ça, on en a tiré des leçons. Voilà. Il y a aussi, nous, ce qu'on a vu, c'est que ça a mis aussi en lumière des attentes des conducteurs. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus de CHSCT. Voilà. Donc, on n'a plus au niveau local une instance où on peut, justement, les agents peuvent nous dire un petit peu ce qu'ils attendent et qu'est-ce qui ne va pas. Donc, nous, on a décidé de lancer un questionnaire, que vous avez vu, effectivement, cette enquête. Alors, cette enquête, il y a eu beaucoup de conducteurs qui ont répondu. Voilà. Ce qui nous montre bien qu'il y a une vraie attente sur le sujet. Et ça nous a permis d'identifier plusieurs choses. Déjà de voir les lieux de RHR, par exemple, qui posent problème. Donc là, ça veut dire qu'on aura déjà des actions un peu concrètes. Ça étaye un petit peu nos arguments. Et ça a mis aussi en avant des attentes réelles des conducteurs, par exemple sur la qualité du petit déjeuner, sur des connexions Wi-Fi, sur des nouveaux équipements dans les foyers. Donc nous, tout ça aujourd'hui, on va l'exploiter. Et on va effectivement déposer une audience auprès de la direction pour pouvoir dire, voilà, aujourd'hui, quelles sont les attentes des conducteurs et voilà, nous, quelles sont les lignes qu'on aimerait faire bouger. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les conducteurs qui se sont engagés dans cette enquête et qui nous ont répondu parce que c'est effectivement nous, pour parler clairement, ça nous donne des billes pour pouvoir agir et essayer de faire bouger un peu les curseurs. Merci Pascal pour tes réponses. Merci Bruno. Merci à vous également. Et merci Charlène, bonne journée à vous.